pourquoi avoir décidé de publier ce livre? On va s'asseoir, ça sera plus... Alors, peut-être tout d'abord, merci pour votre invitation, qui à la fois m'honore, me touche énormément, qui me permet de revoir Sciences Po Bordeaux. Merci également à vous d'être présent pour un débat qui est un débat qui, et vous l'avez dit, pas forcément simple, c'est-à-dire un débat qui arrive parfois, mais qui en fait arrive toujours à contre-temps. On a toujours mieux à faire, mieux à traiter. Il faut parler de la réforme des retraites, il faut parler avant de la Covid, etc. Et le temps pour ce sujet-là, le sujet de l'organisation territoriale, le sujet de la décentralisation, l'organisation de l'État, et en l'occurrence un sujet un peu connexe de l'ethno-régionalisme, ça paraît toujours comme étant un sujet secondaire. Mais en réalité, ça me semble être un sujet important. Alors pourquoi avoir écrit ce livre et pourquoi ce sujet? En fait, parce que ça fait partie de mes sujets de recherche. Et alors, vous m'avez un peu fait du mal tout à l'heure parce que vous avez dit votre premier livre. Bon, j'en ai écrit d'autres, mais justement, ce sont des bouquins de chercheurs pour chercheurs, dont ma thèse de 800 pages que vous pouvez acheter ou vous procurer chez Dalloz sur le Sénat et sa légitimité. Achetez-le s'il vous plaît. Et sinon, voilà. Donc il est normal qu'entre guillemets, ce type de publication trouve un public plus limité. Je ne vous reproche pas de ne pas l'avoir acheté, même si vous ne l'avez pas acheté demain, je vous le reprocherai. Faire sortir ce type de réflexion de nos cercles universitaires, des discussions qu'on peut avoir entre chercheurs, des lecteurs assidus de la Revue française de droit constitutionnel ou de la Revue du droit public, etc., c'est relativement essentiel. Parce qu'en effet, ce sont des sujets qui ne portent pas forcément dans l'opinion, mais qui malgré tout font l'objet d'une réflexion, l'objet d'une littérature. Et l'histoire de ce livre, en fait, elle est assez simple. C'est l'histoire d'un éditeur, d'un ami qui est rentré chez un éditeur et qui m'a dit, voilà, tu travailles depuis longtemps sur ce type de thème, tu travailles en tant que chercheur, est-ce que tu pourrais pas en faire un essai grand public? Parce que ce que tu dis quand tu en parles et quand tu nous en parles, ça mobilise, ça interpelle. Et donc, essaye grosso modo de sortir de ton tropisme un petit peu de chercheur et d'écrire quelque chose de plus grand public. Et c'est comme ça qu'on est arrivé un petit peu à ce livre. Et donc dans ce livre, vous critiquez un concept qui est l'ethno-régionalisme, enfin en tout cas son développement. Est-ce que vous pourriez nous le définir? Parce que c'est vrai qu'on entend rarement parler et donc on a du mal à l'appréhender au premier abord. Alors pourquoi l'ethno-régionalisme? Il ne faut pas tout confondre. La notion de régionalisme, elle peut avoir plusieurs sens. Il y a un sens qui est un sens historique, économique, les régions clémentelles, etc. On va tenter de construire un échelon de développement territorial qui va être la région. Et dans ce cadre-là, c'est par exemple comme ça que la conçoit de Gaulle, la région gaulienne de la réforme de 69. C'est pas une région politique, encore moins identitaire, c'est vraiment une région champ d'action économique en lien avec le tropisme de Gaulle issu de la doctrine sociale de l'Église. On essaie de construire une sorte de société coopérative avec des instances consultatives dont les régions et mon cher Sénat, qui évidemment n'a pas trop aimé qu'on veuille lui faire ça, mais ça n'est pas passé. Il y a une autre façon de concevoir la région comme cadre démocratique, cadre de démocratisation de l'action publique, et ce cadre de démocratisation de l'action publique va conduire à considérer que là, il y a une échelle. D'ailleurs, on pourrait débattre ce que c'est la région, parce qu'en fait, la région collectivité territoriale en France, c'est une échelle particulière qui aujourd'hui d'ailleurs n'a plus vraiment de vraie échelle, parce qu'entre d'un côté les Pays de la Loire et le centre Val-de-Loire, et de l'autre la Grande Aquitaine, région que vous connaissez bien, qui a la taille de l'Autriche, qui est elle-même un pays fédéral, voilà, on est sur des domaines assez différents. Donc, ce régionalisme démocratique visant à dire là, il y a un échelon, cet échelon peut être pertinent pour gérer certaines politiques publiques, démocratisons-les et donc faisons de la décentralisation à cet échelon, c'est un autre sujet. Ensuite, il y a les identités locales. Les identités locales, ce sont des identités qui existent, qui préexistent ou qui accompagnent dans leur formation, dans leur formulation, on y reviendra sans doute, mais l'existence, la création des nations, et qui sont dans un rapport poreux à l'identité nationale, c'est-à-dire qu'on a des échanges, des va-et-vient entre identité nationale et identité locale. C'est ce qu'on appelle au XIXe siècle, enfin au début du XXe siècle, puis dans la continuité Simone Veil, les petites patries, ce qu'on pourrait appeler autrement, et que par facilité dans le livre j'appelle les petites patries. L'ethno-régionalisme, c'est autre chose. C'est quelque chose qui lie un statut, une identité, et une identité qui va être absolutisée, qui va être considérée comme étant grosso modo l'alpha et l'oméga
de ce que l'on doit, de ce que l'on peut faire en matière de découpage territorial. A priori, prenons la question de la démocratisation des politiques publiques ou de leur échelle pertinente. Est-ce qu'il est pertinent d'exercer dans un cadre particulier une compétence, par exemple santé? Si jamais je vois le régionalisme d'un point de vue économique, je vais dire, là, il y a une échelle qui semble pertinente au regard de l'organisation des politiques publiques pour que ce soit efficace. Si je regarde ça du point de vue démocratique, je vais dire, voilà, démocratiquement, ici, à cette échelle, il peut y avoir un vrai apport démocratique. Est-ce qu'il y a un contrôle politique sur la politique de santé? Si je vois ça d'un point de vue identitaire, ethno-régionaliste, je vais dire que la santé, ça appartient par définition à cette collectivité, parce que cette collectivité a une identité bien affirmée. Et donc, ce faisant, cette compétence, même si elle est exercée de manière dysfonctionnelle à cet échelon, parce que l'identité est affirmée, doit revenir à cette collectivité. Et là, on rentre dans quelque chose d'autre, quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir avec la tradition décentralisatrice française et qui, en effet, peut poser question. Et tout de suite, dans le début du bouquin, vous développez un paradoxe, celui de dire en fait que localement, les logiques identitaires sont acceptées, sont même mises en avant dans ce fantasme de l'identité régionale ouverte, alors qu'au contraire, au niveau national, elle apparaît comme un facteur d'exclusion. Alors, comment expliquer cette divergence de vue sur l'identité à la fois locale et nationale? C'est une question que vous me posez qui est un peu complexe parce qu'elle impliquerait, pour bien l'expliquer, qu'on aborde d'autres sous-sujets, mais je vais essayer malgré tout de la traiter de façon relativement simple. En réalité, pour tout un tas de raisons qu'on pourrait tenter de construire ou de déconstruire, vous avez aujourd'hui une forme de stigmate national. L'identité nationale, c'est pas bien. L'identité nationale, c'est pas bien parce que ça renvoie aux heures les plus sombres de notre histoire, la colonisation, la collaboration, tout ce que vous voulez. C'est pas une position que je partage, mais c'est une position qui, de manière générale, va être ces dernières années relativement diffusée. À côté de ça, vous avez une forme d'atomisation de la société. C'est quelque chose qui aujourd'hui est un peu banal quand on le dit, mais va avoir des conséquences profondes sur les individus. Parce qu'un individu a besoin de s'inscrire dans un récit collectif. Pour s'inscrire dans ce récit collectif, eh bien, il va avoir besoin de construire une forme d'identité. Si l'identité nationale n'est plus disponible parce qu'elle est problématique, parce qu'elle est jugée comme étant pas forcément socialement très valorisée une fois qu'elle est assumée, eh bien, les individus se raccrochent à ce qu'ils peuvent. En off tout à l'heure, vous allez peut-être me reposer la question, sinon elle viendra peut-être de la salle, me demander pourquoi avoir titré ce bouquin « L'autre séparatisme ». Ça renvoie au séparatisme islamiste. Oui, peut-être. Bon, alors déjà, j'ai dit que je ne le disais pas, mais il y a une petite volonté de mon éditeur, parce qu'en tant qu'universitaire, si j'avais dû titrer ce livre, j'aurais dit en quoi la décentralisation asymétrique nuit-elle à la cohérence et la cohésion de l'unité nationale en France au regard des exemples européens. Sous-titre: les potentialités d'une rupture identitaire dans la France postmoderne, tout dans le genre. Bon, évidemment, les ventes auraient été encore extrêmement atomes. Et puis, je pense que vous-même, vous ne m'auriez pas vraiment invité, parce que vous avez dit, mais qu'est-ce que c'est que cet objet commercial qui, très clairement, vise un public qui doit être limité à 10 universitaires en France. Bon. Donc voilà, il y a la volonté, évidemment, de s'ancrer sur un débat qui est un débat très attrape-tout aujourd'hui, très fortement ancré dans la société. Il y a des points sur lesquels on pourrait revenir qui font que le parallèle entre les deux est assez discutable. Alors, on y reviendra sans doute, je me doute bien qu'il y aura des questions là-dessus. Mais il y a un point commun. Que ce soit dans ce qu'on va appeler le séparatisme islamiste ou le séparatisme lié à une forme de communautarisme dans le cas de populations issues de l'immigration, ou le communautarisme dans une perspective régionaliste, ethno-régionaliste, ou même dans des perspectives qui n'ont rien à voir avec des identités culturelles, linguistiques, etc., on n'a pas un phénomène qui relève du vieillolisme. Il ne s'agit pas de dire « j'ai grandi, j'ai vécu sur ma terre et tout d'un coup, cette terre est menacée par quelque chose d'extérieur qui va venir menacer un cadre que j'ai toujours connu ». On est dans une perspective en réalité très postmoderne, qui emprunte beaucoup à ce que Zygmunt Bauman appelait l'identité liquide, à ce que, dans une certaine manière, Ricoeur appelait les identités narratives. Je suis un individu esselé dans un monde qui, grosso modo, ne me donne plus réellement de repères. J'ai besoin de m'inscrire dans un récit collectif.
Ce récit collectif, je peux le trouver dans beaucoup de combats. Le régionalisme, dans sa version ethno-régionalisme, m'offre un récit. Ce récit, il est déjà disponible, il a été conceptualisé, on reviendra peut-être sur les origines, il a été conceptualisé au début du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle. J'ai un récit extrêmement fort, extrêmement ancré, extrêmement bien huilé. Et ce récit, qui plus est, il me permet de dire je suis la victime du grand méchant État jacobin, ethnocidaire, etc. Bref. Et donc, ça, c'est plutôt valorisant, valorisé, et qui plus est, localement, ça va permettre de poser une revendication qui va être une revendication plutôt portée par des acteurs politiques qui, on y reviendra peut-être également, vont avoir un intérêt à accompagner ce récit. Donc, pour des individus, dans une société très explosée, dans une société très fragilisée, il y a cette tendance. Et je veux dire, elle est très naturelle en réalité. Elle interroge beaucoup plus. Ce que je décris ici n'est pas en soi une critique faite aux gens qui vont adhérer à ce récit. Je crois sincèrement que souvent on me dit votre livre il est très pessimiste, peut-être. Je disais également je suis plutôt de nature Cassandre. Mais la meilleure solution au problème que je pointe dans ce livre, c'est tout bêtement de retrouver une forme d'adhésion justement à une nation politique qui ferait que les individus ne seraient plus contraints de dire si je veux avoir une identité, être fier de cette identité, il faut que je me replie sur autre chose, même si parfois je ne viens pas de la région en question, même si parfois je sais que le récit qui est le récit avancé par les ethno-régionalistes n'est pas un récit véridique, qu'importe, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de m'y raccrocher. Et donc là, évidemment, on rentre dans une logique qui, encore une fois, est une logique particulière, postmoderne, en rupture avec l'unité nationale, mais qui dépend et qui est le fruit de cette faiblesse de l'unité nationale. J'ai commencé un petit peu mon principal tard universitaire, c'est-à-dire que j'ai pris votre question et je l'ai en partie détournée pour vous faire un tunnel à rallonge. Il ne faut pas hésiter à me faire les gros yeux, si jamais je parle trop. D'accord. Justement, sur ce récit, on constate qu'il y a de nombreux politiques qui s'en emparent. Et est-ce que vous auriez un avis ou quelque chose à nous dire supplémentaire par rapport au livre sur le risque de carriérisme de certains politiques qui voient dans l'ethno-régionalisme une manière de se procurer des voix faciles auprès de ces communautés? Alors, quand on parle de communauté, il faut faire attention aussi, c'est-à-dire qu'évidemment, il peut y avoir des phénomènes communautaristes très repliés, mais ça reste quand même marginal. Souvent, c'est beaucoup plus, encore une fois, je dirais soit en fond commun idéologique, soit également des groupes militants très bien organisés qui savent justement faire avancer des options politiques. Il ne faut pas trop juger. Ce matin, alors c'est particulier parce que je pense sincèrement que c'est un vrai républicain et profondément je l'aime bien. Ce matin, je débattais sur Public Sénat avec Frédéric Bierry, qui est le président de la collectivité européenne d'Alsace. Frédéric Bierry n'a pas de mauvaises intentions, fondamentalement. Moi, je le crois sincèrement quand il dit qu'il n'a pas de mauvaises intentions, quand il prône une collectivité à statut particulier en Alsace, etc. Il y a une forme de naïveté du personnel politique local, qui souvent, pour des raisons qu'on a données, qui fait qu'aujourd'hui, on comprend assez mal ce type de phénomène en France, qu'on se juge immunisé, même si ça arrive partout ailleurs, vous comprenez. Nous, on est un petit village gaulois, et ce petit village gaulois résiste, quoi qu'il arrive, aux grands phénomènes internationaux, et donc ce faisant, si ça s'est passé en Espagne, en Belgique, en Grande-Bretagne et en Italie, c'est parce qu'ils n'ont rien compris, ils sont italiens, espagnols, belges, grands-bretons, et donc ça fait que forcément, ils ne sont pas français. Ok, une fois que vous avez dit ça, vous pouvez essayer de sortir des arguments. En règle générale, ça s'arrête sur le fait que, oui, mais on est français. Donc il y a une sorte de tropisme national avec le sentiment que, grosso modo, ça peut pas arriver. Et ça vaut pour le personnel politique au niveau national, évidemment, surtout quand il n'y a pas d'ancrage local. Ça vaut également pour le personnel politique local, qui, en règle générale, juge que, voilà, bon, c'est un phénomène, et que ce phénomène-là, il faut l'accompagner, et que potentiellement même, on peut jouer dessus, parce que si on joue dessus, eh bien, ça permet de mobiliser électoralement. Il faut bien comprendre le problème des élus locaux. Si je suis un électeur en Alsace, reprenons mon cas alsacien, et que je décide de voter sur un projet, sur un bilan, vous savez quoi, avec moi, c'est la base de la démocratie. Normalement, vous évaluez un bilan et vous votez pour un projet. Bon. Il va falloir que je comprenne que le département dans lequel je vis n'est pas un département, enfin si, c'est une collectivité à statut particulier qui n'est pas une collectivité à statut particulier, mais un département avec des compétences particulières qui
ne sont pas les compétences d'un département, mais certaines compétences de l'État et certaines compétences de la région Grand Est, notamment des compétences en matière économique, typiquement les aides aux entreprises qui normalement appartiennent à la région Grand Est, qui appartiennent à la région Grand Est en Moselle. Je partage une histoire a priori avec la Moselle. Oui, sauf qu'en Moselle, ça appartient à la région Grand Est, ici ça appartient à la collectivité à statut particulier, qui n'est pas une collectivité à statut particulier, mais un département à compétences particulières. Atchoum. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai terminé ça, soit j'ai un Master 2 de droit des collectivités territoriales récent en poche, récent parce que ça change tous les 3 ans, et je me dis, là je suis capable d'évaluer, et là je peux cramer à table, je suis capable d'évaluer le bilan et le projet. Parce qu'en fait, pas sûr, mais bon, qu'importe. Soit je me dis, mais en fait, pourquoi je vais voter? Je vais voter parce qu'on m'a dit que voter c'était important. Et là, vous avez l'un des ressorts du vote résiduel aux élections locales, qui est un vote en réalité quasiment automatique, notamment des personnes âgées, des CSP+. Soit je vais voter pour des sujets identitaires, parce que là c'est simple. Soit je vais voter pour des sujets qui n'ont rien à voir avec les compétences de la collectivité, des sujets nationaux. Je vais sanctionner Macron, ou je vais au contraire plébisciter Emmanuel Macron. Ou bien je vais croire ce que me disent certains élus. Par exemple, lors des dernières élections régionales, vous aviez dans la même région certains candidats qui s'étaient placés à la frontière de l'Allemagne pour dire « nous, on va arrêter l'immigration ». Bon, déjà, l'immigration venue d'Allemagne, j'attends de voir. Et puis surtout, c'est pas la compétence de la région. Bon, là, a priori, je parle à un public informé, vous le savez. Quand vous avez un candidat en Ile-de-France qui vous dit « moi, je veux une police régionale », alors que c'est très bien qu'il n'aura pas et que c'est absurde, c'est pour en réalité mobiliser les électorats. Vous avez des élections locales qui sont fondamentalement démobilisatrices parce que pas très compréhensibles. L'argument identitaire est un argument facile et donc mobilisable. Et donc, pour les élus, pour les élus locaux, on peut leur en vouloir évidemment, mais fondamentalement, ça se comprend également. L'autre élément par rapport à ça, c'est qu'on a des collectivités qui sont des collectivités qui ont besoin de se légitimer. Et se légitimer politiquement, ça implique quoi? Ça implique de construire un récit autour de la collectivité. S'inscrire dans un imaginaire politique déjà fort abîmé, avec des sujets politiques qui en règle générale intéressent assez peu nos concitoyens, c'est compliqué. Donc si vous avez, ce qu'on appelle dans le livre, mais je ne suis pas celui qui a inventé cette notion, si vous avez un kit identitaire sous la main, qui permet de dire attention, là c'est pas un sujet de décentralisation administrative, attention, là c'est un sujet qui est un sujet immémoriel, etc. Donc je reprends ce kit et ce faisant, je légitime ma collectivité, j'offre un récit, c'est un peu plus intéressant qu'un logo abscon créé par une agence de com et des slogans totalement vides et des politiques publiques que personne ne comprend. Donc ça va avoir un impact sur la collectivité, la manière dont elle est perçue, ressentie, vécue, qui va être beaucoup plus grand. Et ça, évidemment, on peut l'entendre. Le problème, c'est pas tant que ça puisse exister, parce qu'en réalité, les collectivités ont le droit de faire ça, et elles ont besoin de faire ça. Le problème, c'est que du coup, lorsque je suis président de la région de Bretagne, ou de la collectivité européenne d'Alsace, qu'est-ce que j'ai sous la main? Je pourrais faire un travail, une vraie réflexion sur qu'est-ce que c'est, etc. Mais ce que j'ai souvent sous la main, c'est justement le kit identitaire produit par des groupes ethno-régionalistes depuis un siècle. Et je reprends ça. Je ne me pose pas vraiment la question. J'ai pas pu en parler ce matin à Frédéric Bierry. Ça m'est resté un petit peu à travers la gorge, mais on n'a pas eu le temps. Mais par exemple, Frédéric Bierry, encore une fois, j'aime beaucoup, très bien intentionné Frédéric Bierry, et donc j'ai pas vraiment de... Voilà, c'est pas de la méchanceté, je tape pas sur lui par volonté de taper sur lui, c'est vraiment quelqu'un qui est bien attentionné. Il met sur son bureau toujours plusieurs drapeaux. Il y a le drapeau français, il y a le drapeau européen, il y a le drapeau de la Haute et la Basse Alsace réunis. C'est le drapeau historique de l'Alsace. Et il y a le drapeau autonomiste, le drapeau rouge et blanc, qui est un drapeau qui est quand même un peu particulier. Alors certes, il a été créé par des autonomistes pro-français au XIXe siècle, mais ensuite il a été repris par l'extrême droite. Il y a des dîners à Berlin avec, alors certes les Allemands l'ont un peu interdit quand ils sont arrivés, mais quand même c'est un drapeau qui historiquement leur a pose un certain nombre de problèmes. Il le pose parce que, voilà, c'est fun. Sauf que ça porte une idéologie, ça porte quelque chose, et ça témoigne au-delà des couleurs qui... D'abord c'est le drapeau de Nutherland, le grand parti aujourd'hui ethno-régionaliste alsacien, il n'y a que lui qui réellement le reprend.
Et ça témoigne en fait d'une adhésion sans vraie réflexion à un logiciel identitaire, qui est un logiciel quand même particulier, singulier, qui va être un logiciel de vraie rupture. Et donc, les élus locaux, souvent par naïveté, par opportunisme, donnent quitus à ça. Ils donnent quitus parce qu'ils reprennent, ils donnent quitus parce qu'ils financent, et donc ce faisant, ils vont participer en effet à ancrer ce logiciel. Et désolé, j'ai encore été trop long. Non, mais très bien, parce que vous avez évoqué le concept de kit identitaire. Alors, vous avez évoqué le cas des drapeaux. Est-ce qu'il y a d'autres symboles qui composent ce kit identitaire? Et sont-ils réellement émanants justement de ces régions, de ces identités locales? Alors, ce qu'on appelle le kit identitaire, c'est quelque chose de plus large en réalité. Vous allez trouver tout un tas d'outils qui vont être des outils distinctifs. Le kit identitaire est efficace quand il montre un rapport exogène à la nation. Grosso modo, il faut montrer que ici c'est la Bretagne, ici c'est la Corse, c'est le Pays Basque, ici c'est l'Alsace, etc. Je suis à Bordeaux, donc on reviendra peut-être plus en profondeur sur le cas de l'Aquitaine, de l'Occitanie et de la Provence. Attention, je ne dis pas que c'est la même chose, hein. Mais ce sont des régions particulières que je traite d'ailleurs assez peu dans le livre parce que c'est vraiment des singularités. Donc là, enfin, c'est des singularités. C'est des régions qui n'ont pas épousé le même modèle. Ce qui explique d'ailleurs que ces régions sont dans une situation peut-être moins problématique par rapport à tout ça. Mais j'y reviendrai si vous le voulez. Ce kit identitaire, c'est un certain nombre de symboles, d'outils, de leviers qui vont être repris en effet par des formations à la fin du 19e, au début du 20e, jusque dans les années 40, et qui vont constituer une sorte de boîte à outils qui va pouvoir être mobilisable et qui va permettre de définir ce que sont ces régions par ces groupes, qui ensuite vont être repris de manière plus largement. Donc il y a évidemment le drapeau, qui est un point essentiel, que ce soit le Wanadou en Bretagne, le drapeau créé par Arana au Pays Basque, etc. C'est souvent un hymne également, qui va être porteur d'un certain nombre d'idéologies, etc. Ça va également être, je ne vais pas développer parce que je pense qu'on y reviendra peut-être plus en détail, mais la langue, qui est un élément essentiel dans la façon, non pas dont elle existe, mais dont on va la faire, dont on va la repenser et dont on va la reconfigurer pour devenir un outil idéologique. Et c'est souvent un certain nombre de traditions, ou c'est bête de le dire comme ça, mais de goodies. Grosso modo, lorsque ça ne fait pas assez breton, on va aller chercher des trucs en Écosse. Lorsque ça ne fait pas assez corse, on va aller chercher des trucs en Toscane, etc. etc. L'idée, c'est de montrer que là, il y a quelque chose qui est singulier, qui est particulier. Et alors, soit c'est micro-local et on en fait un emblème régional, Picoudine par exemple en Bretagne, soit on a quelque chose qui est étranger mais d'une culture qu'on va juger proche et on va l'importer. Et donc là, on a un kit identitaire qui est un kit qui n'a pas grand-chose à voir avec les cultures locales, qui souvent est vraiment inventé, réifié en plusieurs étapes en réalité. Les premiers qui pensent le truc, c'est pas du tout des Corses, des Bretons ou des Basques, c'est en fait des Parisiens, c'est les ultra-royalistes qui vont dire la France a été éreintée, esquintée par la Révolution et les Lumières, allons trouver dans des peuples non touchés par ces lumières le ressourcement dont nous avons besoin. Bon, c'est un peu péjoratif, mais pas dans leur bouche. Du coup, les républicains vont répondre en disant « Oh, regardez, ces peuples sont des peuples justement pas touchés par les Lumières, donc vont les caricaturer. » Ça va créer ensuite toutes les difficultés qu'on va pouvoir avoir pour apprécier ces cultures au XIXe siècle. Mais à l'origine, c'est ça. Et donc, on va créer là-dessus une image qui va être une image d'Épinal. Cette image, au sens propre d'ailleurs, les images d'Épinal vont en partie dépendre de ça. On va ensuite créer toute une forme de mythe, de mystique autour de ces cultures qui va emprunter à ces images d'Épinal et à une façon dont on va reconstruire en partie depuis les grandes métropoles régionales où des urbains vont tenter de réinventer ces cultures pour s'appuyer dessus à dessein de poser également une forme de légitimité vis-à-vis de Paris. Depuis Paris, par certains groupes politiques, et ensuite par au moins 4 facteurs qui vont vous paraître banals, mais qui vont être extrêmement importants. Les commerces touristiques qui vont vendre ces images d'Épinal, qui vont vendre ces façons extrêmement détournées de concevoir la culture, mais qui va bien se vendre justement aux touristes. Les groupes régionalistes, je l'ai évoqué.
les représentations culturelles dans les livres d'histoire, etc. Et c'est très important quand vous discutez, notamment avec certains de mes collègues, il y en a un qui m'a fait beaucoup rire en écrivant là-dessus. Oui, M. Morel n'a rien compris à la diversité de la France, parce que dans Astérix et Obélix, on voit bien qu'il y a de grandes différences. Et Astérix et Obélix, c'est-à-dire toute une vision, enfin Astérix et Obélix, je caricature, mais en fait tout un tas de visions qui tout d'un coup vont faire qu'on va retrouver une image très caricaturée de ces régions. Mais pas caricaturées telles qu'elles sont, c'est-à-dire on ne part pas de la réalité, on part vraiment d'une vision qui va être une vision reconstruite pour justement y affubler soit des stigmates, soit au contraire des valeurs amélioratives, et une image du breton, une image du corse, une image de l'alsacien, etc. Et ça, évidemment, ça n'est pas forcément une bonne considération de ce que sont ces cultures. Au contraire, c'est une vision totalement déformée. J'ai déjà été long, je mets de côté la question de la langue, mais voilà, je crois qu'il faut vraiment, tout à l'heure, en introduction, vous m'interrogez, je disais, il faut bien différencier ce qu'on pourrait appeler les petites patries et ce qu'on appelle l'ethno-régionalisme. Là, vous avez tout, je dirais, le delta qui peut séparer les deux. Et justement, les acteurs actuels qui s'identifient à cet ethno-régionalisme, qui sont-ils? On a parfois du mal à comprendre la sociologie de ces acteurs, puisque vous avez dans votre livre la définition de ces acteurs comme étant ayant une vision fantasmée de ce qu'est réellement la région, l'identité, et ne viennent parfois pas de cet endroit-là. Est-ce qu'il existe, ou est-ce qu'il est possible de dresser un portrait type du régionaliste investi dans des associations de ce type? Alors il y a plusieurs sujets, c'est-à-dire que si jamais il faut envisager le sujet, je dirais, de deux manières. Il y a le sujet partisan. On a affaire à des partis qui sont des partis qui peuvent avoir une influence plus ou moins grande. Donc il ne faut pas forcément entendre que leur influence se limite à leur poids électoral. Bon, en Corse, par exemple, c'est évident. Aujourd'hui, on a en Corse la région qui vote le plus pour ces partis en Europe, plus que la Catalogne, plus que l'Écosse, etc. Donc on a là un triomphe idéologique qui est devenu un triomphe politique. Dans d'autres régions, c'est pas si évident. Mais en même temps, prenez le programme du PS aujourd'hui, en matière institutionnelle, c'est le même que celui du non-démocratique bretonne dans les années 80. Assemblée unique, etc., etc. Il est arrivé d'autres types, ce même type de choses dans d'autres pays européens. Donc, voilà, on a ensuite un climat partisan et une influence culturelle. L'influence culturelle, la typologie, l'idéal type du militant que vous évoquez porte beaucoup plus que sur les partis, j'ai l'impression, sur, je dirais, qui va rentrer en termes d'individualité. Là, on a plusieurs éléments, c'est-à-dire qu'on a une partie de ces mouvements qui, certes, peuvent être issus d'une forme de ruralité, etc., mais c'est souvent pas la majorité. Souvent, on a quand même affaire plutôt, on évoquait ça tout à l'heure, quand je parlais d'identité postmoderne, etc., on a souvent plutôt affaire à des urbains. Des urbains qui vont se retrouver dans une idéologie qui va potentiellement les amener à rencontrer ce type de logiciel et qui vont être à la fois en quête d'identité et en même temps vont conjuguer cette identité avec une lutte politique. Donc on a une sociologie qui est plutôt une sociologie CSP+, en fait. C'est pas des mouvements très populaires, même si ça peut exister, un électorat populaire pour ces mouvements, mais c'est quand même très marginal. C'est souvent plutôt, justement, des mouvements qui vont être des mouvements urbains. Prenez Strasbourg, ce qui est intéressant, c'est que Unserland fait plutôt alliance avec les Verts, historiquement. Alors que c'est un parti qui, quand même, quand vous regardez son idéologie, apparaît, allez, je vais être gentil, très à droite. Les Verts qui prennent Strasbourg. Donc, on a là-dessus, c'est le Haut-Rhin qui fait échouer la fusion des deux collectivités en 2013. Donc, on a quelque chose qui relève d'un phénomène très traditionnel, avec à chaque fois, que ce soit au XIXe siècle ou aujourd'hui, un phénomène d'abord urbain, beaucoup plus que rural. L'autre élément, c'est qu'on va avoir un surinvestissement dans certains milieux. Grosso modo, c'est également un phénomène qui s'entretient, parce que, pour la faire courte,
évidemment, ce logiciel va être pourvoyeur en postes, en ressources économiques, en ressources politiques, dans l'enseignement, dans les milieux culturels, etc. Donc, le fait de capter ce logiciel politique va permettre également de le financer et d'entretenir une population qui va vivre grâce et pour ce logiciel politique. De subventions publiques, je vais faire vivre un milieu culturel, des sphères d'enseignement, etc. Et donc, je vais avoir à la fois une sociologie particulière, mais également des mouvements qui vont être en capacité de se structurer sur le long terme via justement ces subventions publiques gagnées grâce à ce logiciel. Et donc, on est face à ce type de structure avec une vraie efficacité politique, parce que la vraie capacité de cette sphère militante, ça va être une mobilisation qui, du coup, va être relativement aisée. Des gens qui sont assez convaincus, hein. C'est-à-dire que la plupart du temps, c'est pas du tout des gens cyniques, c'est vraiment des gens, non, mais je veux dire, il faut leur reconnaître une vraie sincérité, hein. C'est-à-dire qu'il peut y en avoir, évidemment, mais il y a souvent une vraie sincérité. Quand vous les mettez en porte-à-faux sur un logiciel, etc., ils ne sont pas contents, parce qu'en réalité, ça les tient réellement au corps. Et donc, ce sujet-là va faire qu'il y a un investissement, une surmobilisation, qui va faire que ces mouvements vont avoir dans la PQR, vont avoir dans le champ culturel, dans le champ universitaire également, etc., une vraie portée. Ce qui explique également pourquoi ils sont une ressource importante pour les élus. Parce que des gens qui se mobilisent de manière efficace et pérenne sur un enjeu local, c'est rare. Et donc, évidemment, ils sont précieux. D'où une influence qui n'est pas liée à une capacité à corseter, à une grande théorie du complot, mais simplement au fait qu'il y a des gens mobilisés qui peuvent être payés pour leur mobilisation et qui ont en effet un bagage culturel initial, parce qu'ils viennent plutôt des CSP+, de centre-ville, qui leur permet d'avoir les réseaux et d'avoir les mécanismes pour que ça marche. Alors vous avez parlé de l'alliance entre Unserland et EELV. On voit souvent dans ces mouvements régionalistes des attaches assez importantes à ce qu'on appelle l'Europe des régions, concept qu'on peut retrouver aussi chez EELV. Comment est-ce qu'on peut expliquer cet attachement des mouvements régionalistes à l'Union européenne en général? Ou dans l'autre sens, comment est-ce qu'on peut appliquer le soutien de l'Union européenne aux régions en particulier? Alors ça aussi, c'est un sujet compliqué. Je regarde l'heure, pas parce que je m'ennuie du tout avec vous, mais parce que j'ai bien conscience d'être vu et que donc j'essaie quand même de tenir ma langue sur des questions complexes. Alors, c'est vraiment deux sujets différents en fait. C'est-à-dire que je sais que je suis dans une association souverainiste et vous savez que j'ai la tendresse pour ça. Mais je crois qu'il ne faut pas non plus faire porter sur l'Union européenne tous les malheurs du monde. Attention, hein, elle a plein de tares. Et alors là, si vous voulez, mais on va changer de sujet et je vais vous faire de l'Europe bashing pendant 3 quarts d'heure. Mais ça ne va pas être sur ce sujet-là. On peut, hein, mais on change de voie. Non, c'est-à-dire que, alors déjà, il y a deux sujets. Il y a trois en fait sujets du coup. Il y a un sujet Conseil de l'Europe et il y a un sujet Union européenne. Hein, vous le savez, bon, je parle devant un public très averti, c'est pas la même chose, c'est pas du tout la même organisation, c'est pas du tout la même histoire, c'est pas du tout les mêmes compétences, ça n'a rien à voir, sauf que ça a le même drapeau. Le Conseil de l'Europe a très clairement un rôle qui est un rôle moteur en la matière. Pourquoi? Parce que, pour la faire à peu près simple, je développe ça un peu plus dans le livre, mais je ne suis pas le premier à l'avoir fait, vous avez eu un vrai mouvement d'entrisme de groupes internationaux portant ce type d'idéologie, notamment via l'Université de Fribourg, dans la rédaction de ce qu'on va appeler la Charte des autonomies locales et la Charte européenne des langues régionales. Et ces filières, hein, notamment sous la bannière de la revue Nationalstat, ont eu un rôle essentiel, voire même ont rédigé des parties entières de ces chartes. Et on est sur des mouvements qui sont très clairement ethno-régionalistes. Et là, au sens de, il faut une Europe, non pas des régions, mais une Europe des ethnies. Et attention pour pas les plus radicaux, mais en fait pour les plus idéalistes d'entre eux, parce que l'idéal étant ça, mais ensuite on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, disent-ils, eh ben, il y aurait même une déterritorialisation de l'Europe. C'est-à-dire que vous appartiendrez à une ethnie et vous voteriez au regard de cette ethnie où que vous viviez sur le continent. Donc on est dans des trucs qui sont quand même, initialement, quand c'est rédigé sous la houlette de ces groupes,
quand même un peu fort de café. Bon, la charte européenne des langues régionales, par exemple, qu'est-ce qu'on va se dire? On va se dire, bon, écoutez, là, si on commence à donner des droits à des ethnies, les États ne vont pas aimer. Alors, on va mettre en avant les langues. Mais cette charte européenne des langues régionales est fondamentalement problématique parce que dedans, on va accorder à des groupes des droits qui vont être des droits propres en tant que groupe. Il n'y a pas plus contraire à notre tradition républicaine et à notre tradition juridique. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut la ratifier? Souvent sous des gouvernements de gauche, Jospin, et puis le gouvernement de François Hollande. On va dire, oui, mais nous avons mis une réserve à cette charte. Ouais, sauf que dans la charte, vous avez tous fait un peu de droit ici, il y a un article qui explicitement exclut les réserves à l'article en question. Donc si vous avez fait 2 cours de droit international, vous savez que la réserve, du coup, n'est pas valable. Donc, on est quand même très pas bon. Et là, l'extrême droite dit en règle générale, oui, mais vous comprenez, votre charte, elle va donner des droits aux populations issues de l'immigration. Et là, la gauche se récrie, mais non, notre charte ne va donner que des droits particuliers à des groupes allogènes. Et le devenant de la gauche est quand même très particulier, parce que du coup, c'est totalement contradictoire avec l'argument précédent, c'est-à-dire qu'on donne vraiment des droits à des groupes, et que qui plus est, non seulement on leur donne des droits, mais en plus on les hiérarchise. Ce qui est quand même un tantinet problématique. Donc là où du point de vue du Conseil de l'Europe et de la Cour européenne des droits de l'homme, il y a un sujet. Ensuite, il y a le sujet Union européenne. Je ne me défile pas sur votre sujet Union européenne. L'Union européenne, en tant que telle, a eu une politique qui a été une politique d'enjambement des États. Elle a tenté de construire des politiques en prise directe avec des acteurs infranationaux sur le principe que les États, c'est pénible. Les États, ça défend un intérêt national, vous comprenez, et l'intérêt national, c'est pas bien. Seul compte l'intérêt de l'Union européenne. Et donc, il faut les enjamber. Pour les enjamber, on va faire des politiques publiques au niveau européen, le FEDER, etc. Vous connaissez tout ça. On va tenter d'adresser ça directement aux régions. En demandant aux États, on veut un interlocuteur. On ne va pas leur demander comme ça, on veut un interlocuteur, on va leur dire, si jamais vous n'avez pas d'interlocuteur à nous proposer, les fonds, pas sûr que vous les ayez. Donc, donnez-nous des interlocuteurs. Ça va marcher. Et à partir de là, on va avoir en effet des politiques européennes qui vont passer par ces structures infra-étatiques. Je parle de structures infra-étatiques, c'est pas du tout méprisant pour les régions, c'est juste que ça ne porte pas forcément le même nom, c'est pas forcément le même niveau dans tous les États. Le problème, entre guillemets, de ça, c'est que évidemment, ça va donner le sentiment à certaines régions que du coup, elles peuvent se passer de l'État, parce que vous comprenez bien que si vous avez un État qui n'a plus vraiment ses politiques régaliennes, monnaie, etc., et qui donc est pris dans une superstructure qui vous fait dire que finalement, si vous étiez indépendant demain, vous ne seriez pas un nain face à la Russie aux États-Unis, vous feriez partie d'un ensemble plus important, etc., et que donc le prix de l'indépendance, il n'est pas si élevé. Que de l'autre côté, cet acteur supraétatique, vous avez un lien direct avec lui, tout d'un coup, l'indépendance fait moins peur. Vous pouvez développer ce type de logiciel sur lequel je reviendrai. L'Union européenne va jouer ce jeu-là. Il y a certains groupes au Parlement européen qui vont jouer un jeu très trouble. Je ne vais pas là-dessus, vous avez des éléments dans le bouquin, ça nous mènerait trop loin, je suis bien conscient d'être long. Mais l'Union européenne, quand même, va un pas aller plus loin et surtout va rétropédaler, ce pour 3 raisons. La première raison, c'est que, au bout d'un moment, on voit que ça pose problème, c'est-à-dire que c'est bien beau de dire on va passer par-dessus les États, mais quand vous enfantez d'États totalement instables et que vous leur dites là, il va falloir ratifier le CETA, et que là, vous avez des Wallons qui vous disent ah non, et les Wallons, c'est parlant de l'Union européenne, c'est vrai, ah oui, mais en fait, si, c'est-à-dire qu'on a tellement décomposé la Belgique qu'ils ont un droit de veto. Et là, c'est embêtant, quand votre obsession, c'est d'avancer toujours vers plus d'Europe via des traités. Donc, l'Union européenne, moyen content. Ensuite, cette situation va faire qu'on va avoir quand même des gouvernements qui vont reguimber sérieusement. Et que quand les Écossais vont dire « nous, on s'en va », Madrid va dire à Bruxelles « ouais, ils s'en vont s'ils veulent de la Grande-Bretagne, par contre, nous, on ne veut pas que les Catalans s'en aillent, donc on ne les accueille pas ». Et là, Bruxelles va commencer à comprendre que si elle ne veut pas s'aliéner les États, il va falloir y aller mollo. Le troisième élément, c'est que quand vous avez des Écossais qui agitent le drapeau européen, quand vous avez des Catalans qui agitent le drapeau européen, l'anglais de base ou le castillan de base, il est moyennement content. Et ce faisant, il voit l'Union européenne comme un instrument justement de déconstruction de sa propre nation. Vous n'expliquez le boom du UKIP, vous n'expliquez le boom de Vox que si vous regardez aussi
la Catalogne et l'Écosse. Parce que à ce moment-là, il y a une partie des Anglais et des Castillans, Espagne, castillanophone, hispanophone, qui va considérer que l'Union européenne, potentiellement, c'est une menace. Et donc, aujourd'hui, du point de vue de l'Union européenne, c'est plus si évident. Par contre, concernant ces partis régionalistes, il y a un tropisme européen. D'abord, pour les raisons que j'ai données, c'est un cadre qui va être un cadre extrêmement propice. Ensuite, parce que, historiquement, il y a toujours eu une tradition d'Europe des régions qui va irriguer ces partis, quasiment tous, exclusivement. Alors, il y a quelques exceptions, si on va chercher la Liga, etc., mais en règle générale, c'est quand même quelque chose qui est très très attaché à ces partis-là. Et si vous prenez l'ALE, le grand groupement européen, vous avez les cartes de Nationalstaat, c'est-à-dire les cartes d'Europe redécoupées sur des bases ethniques, qui sont quasiment canoniques. Donc il y a en effet cette tradition qui est très marquante. L'ALE, c'est le groupement européen de ces partis, auquel est parti Région et Peuple Solidaire, qui est le groupement des partis régionalistes français, et vous trouvez Userland, l'UDP, Fénois-Corsica, le parti de Gilles Simeoni, etc., le parti nationaliste basque. Donc on a en effet là-dessus un tropisme très très fort dans ces partis. Pour évoquer un cas particulier, puisqu'on va évoquer par la suite, je pense, des exemples locaux, mais pour parler de la Bretagne, avant cela, vous avez parlé du coup dans votre ouvrage de la presse quotidienne régionale. Donc là, j'ai un exemplaire d'un hors-série de Ouest-France sur justement cette prétendue lutte de l'État jacobin contre les régions bretonnes. Et dans ce hors-série, il y a Bernard Luçon qui fait un entretien où il explique qu'en fait, on parle breton depuis 1500 ans en pays nantais, en raison de la présence de 6 millions de lieux d'origine bretonne en pays nantais. Donc, qu'est-ce que vous pensez de la diffusion de ce genre de point de vue et comment vous pensez qu'on peut lutter face à cette désinformation vis-à-vis de l'unité régionale? Si vous voulez, c'est un petit peu compliqué parce que, évidemment, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que, originellement, vous aviez des gens qui, en pays nantais, parlaient gallo, et si vous leur aviez mis ça sous le nez, eh ben, ils se seraient dit, on se moque de nous. C'est de la propagande bizarroïde. Seulement, comme ces fameuses petites patries sont très affaiblies, pour ne pas dire certaines totalement mortes, eh bien, il n'y a plus personne pour se rebeller contre ça. Et celui qui dit ce qu'est la Bretagne, eh ben, c'est le militant régionaliste relayé par une partie de la PQR. Et là, l'État, sincèrement, a fauté. On peut parler de la question des langues régionales et de pourquoi est-ce qu'on les a pas enseignées. Dans la perspective qui est celle des républicains du 19e siècle, l'école, ça sert à quoi? L'école, ça sert à créer un espace public. Cet espace, enfin, ça ne sert pas qu'à ça, ça sert également, etc. Mais ça sert à former des citoyens. Et pour former des citoyens, il faut former un espace public. Pour former un espace public, il faut que tout le monde parle une langue unique. Ça ne veut pas dire que tout le monde ne parle que cette langue, mais que tout le monde doit parler au moins cette langue, et cette langue, c'est le français. Donc, d'un point de vue politique, seul l'enseignement du français est vu par les républicains du 19e et du début du 20e comme étant utile. Les langues régionales, de toute façon, elles sont déjà parlées, et elles n'ont pas d'utilité nationale. Il n'y a pas de volonté d'éradication à tout prix. Il y a notamment des historiens bretonnants, qui ont travaillé sur la fameuse pancarte interdit de cracher par terre et de parler breton. Ils n'en ont jamais trouvé la trace authentique. Donc, peut-être ne l'ont-ils pas trouvé, j'avoue ne pas l'avoir cherché moi-même, mais a priori, ils n'étaient pas de mauvais partis lorsqu'ils ont été la chercher, et ils ne l'ont pas trouvé. Donc, il y a toute une mystique ensuite qui est construite, etc. Donc, si vous voulez, l'école n'a rien fait pour sauver ces langues, elle n'a pas non plus, parce qu'en fait, ce phénomène-là a eu lieu partout en Europe, elle n'a pas non plus été l'élément moteur qui les a totalement marginalisés et a conduit, pour une partie, à leur quasi-extinction. Ce qui a fait ça, c'est d'un côté la volonté des populations d'élévation sociale qui leur ont conduit souvent à ne pas transmettre les langues, c'est l'exode rural, et c'est le facteur peut-être principal partout en Europe, l'entrée de la télé dans les foyers. Mais il est vrai que l'État n'a rien fait contre. Ou en tout cas, il
l'a fait très tardivement. Et comme il n'a rien fait contre, eh ben, il a pavé la voie à deux choses. D'abord, au fait qu'on a des groupes qui ont dit « mais attendez, la culture est en train de disparaître, je suis le seul qui peut la défendre. Et étant le seul qui puisse la défendre, j'ai une légitimité tout d'un coup à parler en son nom, même si c'est une version quelque peu distordue. » De l'autre côté, eh ben, je vais avoir une fragilisation, voire une quasi-disparition, par exemple du galop. Et donc, ce faisant, comme il y a plus grand monde qui parle, eh ben, le jour où j'ai un militant qui arrive en disant « oui, ici, c'est Pays Breton, regardez, là, la ville, elle s'est toujours appelée comme ça, parce qu'elle ne s'est jamais appelée comme ça », eh ben, il n'y a plus personne pour lui dire non. Et donc, ce faisant, eh ben, on crée quelque chose qui, tout d'un coup, devient quelque chose de problématique. Donc là, il y a une responsabilité de l'État, et je crois que la première démarche, c'est peut-être de la reconnaître en la matière. Après, pour revenir, parce que vous me lanciez sur le sujet PQR, ben, la PQR, comme les élus, en fait, hein, c'est le même problème. Vous prenez la presse, la PQR des années 80, quand vous faites vraiment, je ne suis pas celui qui l'a fait, il y a des historiens qui ont travaillé là-dessus, quand vous faites l'histoire de la PQR sur ces sujets-là, vous avez une PQR qui est très très dubitative dans les années 80. Quand on lance le mouvement de décentralisation, etc., elle est presque jacobine, cette PQR. Et tout d'un coup, force est de constater que parler de ce type de sujet, ça marche. Plus vous en faites des tonnes, plus ça marche, plus ça vend. Parce qu'en fait, les ventes de la PQR sont plus tout à fait ce qu'elles étaient, parce que vous avez une population vieillissante mais qui ne se renouvelle pas forcément, donc vous avez besoin d'aller chercher de nouveaux lectorats, et ça marche. Et donc ça vous fait un petit lectorat captif, comme nos élus, on trouve également un électorat captif. Donc c'est marketing. Le problème, c'est que du coup, cette voie-là est la seule qui a voix au chapitre. Et elle finit par inscrire ce qu'est l'histoire, ce qu'est la culture, ce que sont ces régions, et ça, évidemment, c'est problématique. Pour évoquer un autre cas, vous évoquez dans votre livre le concept de compétition identitaire. Alors vous donnez par exemple le cas corse qui voudrait un statut à la Nouvelle-Calédonienne, du coup, ou encore le cas breton qui voudrait un statut à l'Alsacienne et l'Alsace qui voudrait un statut à la Corse. Alors est-ce qu'aujourd'hui la France se trouve bloquée dans un engrenage dans cette logique identitaire, et si oui, comment elle fait pour en sortir? Alors, c'est un sujet qui m'apparaît extrêmement important, parce que tout à l'heure je vous parlais un peu de mes recherches. Les sujets construction d'identité locale, etc., c'est des sujets que j'ai développés après coup. Mais ce sujet justement de la concurrence identitaire et de l'engrenage entre régions, c'est vraiment le sujet cœur en réalité que j'ai commencé à développer. C'est un sujet c'est un mécanisme qu'on voit partout en Europe. Vous voyez un jeu de concurrence entre Basques et Catalans, vous voyez un jeu de concurrence extrêmement intéressant, parce qui nous ressemble beaucoup entre Gallois et Écossais. Vous voyez comment se passait la dévolution en Grande-Bretagne. Au début, vous avez des Gallois qui, dévolution moyen, quoi. Ils votent à 51% pour, ils ne sont pas très très enthousiastes, mais bon, voilà, ça se fait. Ils obtiennent un statut avec moins d'autonomie que les Écossais. Au bout de quelques années, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent « non mais attendez, les Écossais, ils ont un statut mieux. Moi, mon identité galloise, elle est chevillée au corps. Je veux un statut mieux. » Par ailleurs, comme de toute façon le truc est acquis, vous avez une montée de l'abstention qui fait que ceux qui n'en ont rien à faire de l'identité galloise ne se déplacent plus. Et donc, ils votent pour un statut mieux. Les Écossais, ils disent quoi? Ils disent « attendez, nous, on était indépendants. Les Gallois, ça a toujours été une partie de l'Angleterre, quasiment. On veut un statut plus mieux. » Les Gallois disent « vous déconnez là. On est Gallois. On veut un statut à l'écossaise. » Les Écossais disent « écoutez, parce que c'est comme ça, nous on veut l'indépendance. » Et aujourd'hui, le Pays de Galles, c'est intéressant de voir l'évolution politique des partis gallois. Vous avez un parti nationaliste gallois traditionnel, le Placimo, qui au début dit « on veut la dévolution ». Les travaillistes disent « nous, on veut une décentralisation ». Les touristes disent « non, jamais, unité nationale ». Après la dévolution, les nationalistes disent « nous, on veut la fédéralisation de la Grande-Bretagne ». Que disent les travaillistes? Ils disent « on vous a donné la dévolution ». Que disent les touristes? Ils disent « on accepte la dévolution ». Quelques années plus tard, que veulent les Gallois? Eh bien, que veulent les nationalistes gallois? Ils veulent le Pays de Galles indépendant dans une Europe des régions. Que veulent les travaillistes? Ils veulent
un pays de Galles au sein d'une confédération du Royaume-Uni. Que veulent les Tories? Ils veulent plus de devolution. Pas parce que ça marche bien ou que ça marche pas en réalité, parce que vous voyez les taux d'abstention s'envoler. Parce que, grosso modo, une sorte de fatalisme, comme on connaît d'ailleurs dans les régions sur ces référendums-là. Mais parce que vous avez un effet d'entraînement au sein des partis et entre les régions. C'est un peu ce qui arrive en France également. Vous l'avez évoqué, c'est-à-dire que ce phénomène-là, je vous le synthétise de manière un peu grossière sur la Grande-Bretagne, mais on le trouve dans beaucoup d'États européens. Des moments, ce qu'on évoquait sur l'ethno-régionalisme, dans votre première question, vous prenez l'exemple des politiques de santé. En quoi le Pays de Galles est plus favorable que le Royaume-Uni ou qu'un canton du Pays de Galles pour gérer la question de la santé? Le nationalisme gallois va vous dire parce que c'est l'identité galloise. Ok, et alors? Pas vraiment de lien, mais sauf que si je conjugue statut, compétence et identité, je rentre dans ce phénomène-là. Grosso modo, dès le moment où je lis le statut, la compétence et l'identité, je rentre dans l'idée que plus j'ai de compétences, plus mon identité est reconnue. Et plus mon identité est reconnue, plus j'ai de compétences. Si jamais je suis un parti politique dans l'une de ces régions, et que je dis non, de la santé, j'en veux pas, je contreviens à l'affirmation d'identité galloise. Donc je peux pas. Je suis obligé de dire si, moi je veux la compétence santé. Et au niveau interrégional, pareil. Si jamais l'Écosse a la compétence santé, mais pas moi, même si fondamentalement je m'en fiche, l'identité écossaise est reconnue et pas moi. Je veux la même chose parce que je ne vois pas pourquoi ce serait mieux d'être écossais. Et donc là, on rentre dans un jeu qui est un jeu assez dangereux parce qu'en fait, déjà, il n'y a pas de pertinence en termes de politique publique, mais je rentre dans quelque chose où, liant compétence et identité, j'ai forcément un phénomène de surenchère et un phénomène de mimétisme. Et cet élément est très très problématique. C'est-à-dire que souvent, la question qu'on me pose sur ce livre, c'est oui, vous faites un plaidoyer contre la décentralisation. On peut discuter décentralisation, est-ce bien, pas bien, il y a des avantages, des inconvénients, c'est un autre débat. Je n'ai pas choisi de me situer sur ce terrain-là, même s'il y a beaucoup à dire. Prenez l'Allemagne. L'Allemagne est dans un modèle de fédéralisme symétrique. En Allemagne, vous avez des Länder puissants, mais tous ont le même statut, tous ont les mêmes compétences. Il y a quelques différences d'appellation, on parle de Freistaat, etc., mais c'est uniquement symbolique. Et donc c'est stable, parce qu'il n'y a pas de course à l'échalote. Le problème, ce n'est pas la décentralisation, ni même le degré de décentralisation. Le problème, c'est l'asymétrie et la négociation perpétuelle. Le modèle classique fédéral est stable, parce qu'en fait, il est fondamentalement symétrique. Compétence de la fédération, compétence des États fédérés, et entre les deux, une cour qui joue les matons. Et donc, il n'y a pas plus symétrique que le fédéralisme traditionnel américano-allemand. Fédéralisme par dissociation qui est lié justement à ces crises identitaires, lui, il est très pas fonctionnel, mais justement parce qu'il est lié à ça. Parce que vous allez dire, là, on va donner un truc supplémentaire aux Flamands parce qu'ils nous embêtent, et puis aux Catalans, etc. Et là, vous relancez la course. Donc, ce n'est pas un plaidoyer contre la décentralisation, c'est vraiment cet élément de la décentralisation asymétrique qu'Emmanuel Macron a conceptualisé sous le terme de différenciation territoriale, et qui est un vrai danger, qui, là, est visé par ce type de dysfonctionnement, et c'est ça qui est dangereux. On va poser une dernière question, et après on va laisser la parole au public. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi, c'est évoqué dans l'ouvrage, mais vous n'avez pas le temps, on le sent, de le développer, c'est l'intérêt économique pour le patronat d'un marketing un peu régional? Alors il y a deux sujets économiques. Alors sur le sujet marketing, oui évidemment, parce que ça fait vendre. C'est-à-dire que les goodies, même produits en Chine, c'est très très bien pour le commerce. Et qui plus est, je reviens toujours à mon Frédéric Bierry, je suis désolé. Mais ce matin, il me dit, oui, nous, ce qu'on apporte, c'est la marque fabriquée en Alsace. Bon, le Xiste Gérard, on est meilleur, c'est fabriqué en Bretagne. Je renvoie dans le livre un épisode assez rigolo. Il y a des Bretons ici, je le sais. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Richard Ferrand sur BFM un jour, qui arrive et dit « Oui, moi je ne me nourris qu'au rayon produits bretons ». Bon, déjà, il doit avoir un régime alimentaire particulier, parce que moi, j'ai rien contre la nourriture bretonne, c'est très très bon, j'adore en plus.
Même si le fait de, désolé pour les Bretons, mais le fait d'avoir revendiqué, d'avoir inventé la crêpe, qui quand même depuis l'origine de l'humanité, de la farine, de l'eau ou de lait sur une poêle, voilà, vous êtes en concurrence avec les Sumériens, je pense. Mais bon, qu'importe. Ça, c'est du marketing. Ça, c'est du très très bon marketing. Et mon petit côté auvergnat fait que bon, j'aurais aimé qu'on trouve ça avant vous. Mais malgré tout, voilà, il y a quand même du talent. Non, mais se nourrir au rayon produits bretons, évidemment, c'est risible. Hein, surtout pour dire, parce qu'il répondait à Darmanin qui disait grosso modo, je veux pas de communautarisme islamiste, etc. Donc, le parallèle sur mon bouquin, là, pour le coup, il était complètement hors sol, parce qu'entre le communautarisme islamiste, le voile et le rayon produits bretons, voilà. Donc, en soi, on a du marketing, et ce que me disait Frédéric Bierry, c'est qu'on apporte à l'excellence de la France. Oui, peut-être. Enfin, je veux dire, les produits souvent estampillés produits en Alsace, produits en Bretagne, produits au Pays Basque, c'est pas de meilleure qualité, c'est juste que le marketing est bien fait. Donc vous avez l'impression de manger traditionnel, même si c'est de l'agriculture intensive. Et en Bretagne, c'est souvent une agriculture quand même très intensive. Donc voilà, si vous voulez, on a un jeu qui est un jeu marketing qu'on peut tout à fait comprendre. Et d'ailleurs, quand vous regardez ceux qui vont soutenir le marketing, et parfois un peu ses partis, bah, c'est souvent en effet les industriels, parce qu'ils y ont un intérêt direct. Et je veux dire, alors on peut rentrer dans une critique de tout ça, du capitalisme, etc. On peut se lancer là-dedans et je veux bien. Mais si on part de cette base-là, ils font pas différemment que la plupart des autres entreprises, sauf que ça a une conséquence évidemment problématique. L'autre élément qui est peut-être plus problématique et que j'aborde dans le livre, c'est qu'on va lancer quand même, d'un point de vue économique, une forme de concurrence entre les territoires. C'est-à-dire que, si vous regardez ce qu'est devenu le Pays Basque espagnol, le Pays Basque espagnol est une collectivité prédatrice. Le Pays Basque espagnol est une collectivité qui, en fait, était plutôt riche à la base et a dit à Madrid, attendez, moi, j'ai une identité forte. Je ne suis pas comme les Castillans. Et donc, j'ai mon régime fiscal et je fais ce que j'en veux de mon régime fiscal et de mes propres normes. Résultat, je fais de la concurrence totalement déloyale à toutes les régions alentours, je vide leur tissu industriel, et le jour où Madrid me dit « là, ça va un petit peu loin », je dis « ah, attention, si vous m'enlevez ça, vous brimez mon identité et je m'en vais ». Très récent, l'année dernière, je crois. Donc là, on a un problème, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on parlait de décentralisation asymétrique, là, on a quelque chose qui fait que les collectivités vont entrer à la fois dans un jeu de concurrence qui va favoriser, qui plus est, celles qui sont capables de développer plus d'identité. Vous allez dire, c'est l'Espagne, c'est particulier, certes, mais regardez un certain nombre de concessions faites par exemple à la Bretagne ou même à l'Alsace, on rentre aujourd'hui dans cette dynamique-là. L'autre élément, c'est que si je me sens alsacien, allez, je ne vais pas stigmatiser les Alsaciens, si je me sens auvergnat, je viens d'Auvergne, et que je juge, ce qui est vrai, que l'Auvergne est la plus belle, la plus grande région de France, dont la culture, les merveilles, eh bien, éclipsent tout le reste. Je sais que vous serez d'accord. Pourquoi je serais solidaire avec un Bordelais qui, franchement, à part le fait que c'est vaguement près de la mer, n'a aucune sorte d'attache avec mon Auvergne natale, grande, supérieure, qui devrait être indépendante. Dès le moment où vous exacerbez trop les identités, ce que j'essaie de vous dire sous un ton que vous avez fait humoristique, hein, reprenez pas ses propos en disant Benjamin Morel est un indépendantiste auvergnat qui refuse la solidarité avec Bordeaux. Ce serait bizarre. Mais dès le moment où vous rompez l'idée d'une unité nationale, d'une identité commune, la solidarité ne suit pas. Si vous regardez, en fait, on a souvent été naïfs sur ce phénomène-là parce que pendant les années 50-60, les régionalismes ont été des régionalismes plutôt de régions périphériques, plutôt pauvres, et donc avec un plafond de verre d'une certaine façon. On est passé dans les années 70-80 à un régionalisme de territoires riches, qui avaient les moyens de leur indépendance et la volonté de rompre les solidarités. La Flandre, la Catalogne. Même cas extraordinaire, la Padanie. La Padanie, ça n'a jamais existé dans l'histoire. Enfin, je veux dire, on peut dire l'identité profonde, etc. Là, la Padanie, non, il y a plus Cheminement, il y a plusieurs, etc. Ça n'existe pas historiquement. C'est une construction de la Ligue qui dit que le Mésotgiorno, pas envie de payer pour, vive l'identité padane.
vous êtes padant. Si, je vous assure, vous êtes padant, et votre portefeuille est très padant. Et finalement, à force de dire qu'on est padant, on va finir par croire qu'on est padant, on va même créer une langue padane en fusionnant les dialectes du nord de l'Italie, même s'ils ne sont pas si différents des dialectes d'à côté, mais c'est pas grave, c'est padant. Et donc là, on crée une identité sur un égoïsme. Et que fait la Ligue quand elle arrive au pouvoir? Elle rompt le fédéralisme fiscal, parce qu'on n'a quand même pas payé pour les autres journaux. Donc, il y a un risque en effet économique. Ce risque économique, c'est un risque de mise en concurrence des territoires, qui là est aujourd'hui très très bien théorisé à la fois d'un point de vue économique et normatif, et une rupture des solidarités entre territoires. Et ça, en effet, c'est quelque chose qui, malheureusement, quand on prend les exemples européens, nous pendant. Donc, si certains d'entre vous ont des questions à poser, vous avez noté. Question à vous. Merci Monsieur Morel, Atichat. Pour ceux qui nous connaissent un peu, on est du Bureau des régions, mais les questions que je vais poser n'engagent que moi, puisque vu que vous avez travaillé un peu sur le régionalisme, il faut savoir que c'est un peu hétérogène quand même comme point de vue. J'ai juste un peu l'impression dans votre exposé, qui est très intéressant, que vous vous concentrez beaucoup sur un régionalisme qui est un peu particulier, qui est un peu extrême en fin de compte, que les non-régionalismes se concentreraient que sur le local, et que du coup, en fait, le gros risque, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, que l'identité régionale supplante l'identité nationale et qu'il n'y aurait pas de moyen d'associer les deux. Et du coup, moi, je vous demande si, selon vous, il n'y a pas un moyen justement de créer, d'encourager une sorte d'alliance identitaire entre les deux, et que l'identité régionale est une composante de l'identité nationale dans l'idée de créer une communauté imaginée qui se commune. Donc ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est par rapport en fait aux enjeux contemporains, donc tout ce qui est environnement, tout ce qui est les problèmes d'intégration aussi des populations qui sont immigrées et qui ont parfois du mal à se rattacher à la culture française. Est-ce que, au final, les identités régionales ne seraient pas une excellente réponse pour essayer à la fois de bien comprendre les enjeux qui sont locaux et justement d'expliquer la culture française qui est diverse aussi, et voilà. Alors, je vais vous répondre du coup. Alors, je réponds question par question. Ouais, Oui, ok. comme ça. Alors, sur le premier point, on n'est pas fondamentalement en désaccord. C'est ce que je disais un petit peu en différenciant les petites patries et l'ethno-régionalisme. La petite patrie, initialement, c'est pas du tout quelque chose d'opposé à ce qu'on va appeler la grande patrie. Alors, ce vocable, on l'aime ou on l'aime pas, hein, c'est encore une fois Simone Veil avec un W, mais il me semble assez pertinent en la matière. C'est-à-dire que vous avez l'identité locale qui n'est pas imperméable à l'identité nationale. Elle va être une forme de déclinaison de l'identité nationale qui va pouvoir être extrêmement variée. Hein. Ça va pouvoir être une identité de la Basse-Bretagne, avec en effet des traditions celtiques, basques, plutôt germaniques en Alsace, etc., avec une forte interpénétration, et avec une forme d'identité qui est à la fois continue et en même temps poreuse. Je m'explique. Prenons par exemple l'Alsace. L'Alsace, c'est pas un bloc. Vous avez des territoires au sein de l'Alsace actuelle qui ont toujours été francophones, qui d'ailleurs initialement appartenaient plutôt au Jura, qui vont être attachés pour des raisons stratégiques à l'Allemagne, donc le territoire de Frédéric-Bierry. La Bruche. Je vais pas sortir celle-là. Vous avez le sud de l'Alsace qui parle pas alsacien, il parle moyen-allemand. Le nord de l'Alsace, qui ne parle pas non plus alsacien, il parle francique. Une forme écrite de l'alsacien qui a toujours été l'allemand. Donc l'idée que, attention, l'Alsace, ça parle alsacien, et que l'alsacien, c'est ça. Ça, on n'est plus dans la petite patrie, on est dans la reconstruction identitaire. Vous voyez ? Alors que si je suis dans mon village d'Alsace du Sud et que je parle moyen-allemand, qu'en même temps je cherche à comprendre mon voisin de la vallée d'à côté qui parle, lui, un français qui est une langue, un français qui va être une déclinante de la langue d'Oïl, etc. Là, je suis vraiment dans la petite patrie. Historiquement, c'est ça en réalité. Et moi, j'avais été très touché une fois à la fin d'un colloque. Il y a un militant
assez sympathique et assez exubérant, un militant de l'Occitan qui est venu me voir en disant « Monsieur, mon problème à moi, c'est les occitanistes qui veulent m'imposer leur occitan. Alors que moi, ce que je parle, c'est, il était de l'Aveyron, c'est une langue de l'Aveyron que je voudrais qu'on sauve. » Je lui dis « Bah oui, mais je parle des accords avec ça, là vous en prenez à la mauvaise personne, en fait. » Alors l'occitan, c'est plus compliqué encore une fois. Mais malgré tout, même pour l'occitan, ça joue. Et donc, la version réifiée, idéologisée, instrumentalisée à des fins politiques, en fait, elle tue également le fait de sauver ces cultures locales. Parce que quand vous faites des financements, vous le faites pour des langues unifiées, etc., qui en effet ne sont pas celles-là. Ces petites patries, je suis persuadé, moi, qu'elles sont un ressort politique essentiel pour conjuguer local et national. Et je suis persuadé que l'un des torts, je l'évoquais, de la République, est de ne pas l'avoir compris plus tôt, avec justement Simone Veil, etc. Et que si jamais on avait eu une action plus intelligente vis-à-vis de ces petites patries, on aurait eu justement un rapport complémentaire beaucoup plus grand. Parce qu'en les abandonnant, bah justement, on a laissé les ethno-régionalistes dire « Attendez, c'est nous qui allons sauver ça. » Par contre, ton Haut-Mosellan, là, tu l'oublies, hein. Ici, on parle ça. Et donc, c'est un élément sur lequel on n'est pas du tout en désaccord. L'idée qu'il pourrait y avoir plusieurs degrés d'appartenance, c'est quelque chose qui est réel. Hein. Je plaisantais avec mon Auvergne natale, qui est la plus belle région du monde, et avec Clermont-Ferrand, qui était relégué en capitale départementale, alors que c'est la capitale évidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes, comme vous le savez tous. Et voilà, j'ai aucun problème avec ça. Hein. Moi, je suis très très content de retourner dans mon Auvergne et d'y retrouver ce qui a fait mon enfance. Et une identité auquel je suis fondamentalement attaché, même si je ne parle pas la langue que parlait ma grand-mère, etc., qui est une variante originelle de l'occitan. Donc voilà, je crois qu'il faut vraiment distinguer les deux si on veut justement être efficace et bien comprendre ça. Alors sur le sujet de l'intégration de populations issues d'immigration, théoriquement ça devrait être le cas. Mais pour les raisons qu'on a évoquées, malheureusement ça ne l'est pas. Parce que justement, on va avoir des identités qui vont se construire en opposition. Parce qu'on est dans une logique d'identité narrative. Lisez par exemple le petit bouquin de Jérôme Fourquet sur la Corse, qu'il a fait paraître en 2017. Et il montrait bien ce double phénomène. Il montre ça également un peu dans l'archipel français concernant justement les prénoms. Il montre qu'en fait, c'est deux phénomènes qui se répondent. Je vais avoir une communautarisation des populations plutôt issues d'immigration, qui vont dire attendez, moi je suis rejeté, donc je retrouve ma communauté, même si mes parents m'ont dit que c'était pas ça, eh bien je réinvente également, c'est le même mouvement, hein, une forme de communauté imaginée. Et de l'autre côté, je vais avoir une jeunesse corse, si on prend le bouquin de Fourquet sur la Corse, qui va dire attendez, moi je suis pris entre d'un côté une culture nationale dont je ne veux pas, et de l'autre côté des cultures issues d'immigration qui s'affirment, je retrouve ma culture, ma fierté, et donc je me construis contre. Et donc le risque en réalité, c'est que non seulement ce ne soit pas facteur dans la version ethno-régionaliste, attention, hein. Je ne dis pas que si jamais on ne fait pas ça bien avec les petites patries, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas être utile. Mais dans la version ethno-régionaliste, on a au contraire une forme d'antagonisation, de tribalisation, et ça, c'est ni bon pour l'intégration, ni bon pour la cohésion nationale. Donc il faut être extrêmement, extrêmement prudent, parce qu'en effet, en la matière, les scènes qu'on a vues en Corse récemment, on peut à terme peut-être les voir ailleurs. Je cite notamment quelques sujets concernant des tribunes en Bretagne avec Kofi Yagamame qui fait des tribunes et un certain nombre de réactions, y compris de partis de gauche, qui le placent devant des drapeaux togolais en expliquant que si, ils sont ouverts au monde. Voilà, on est face à des réactions qui vont être des réactions ensuite de repli identitaire, y compris face à ça. Donc, sur la deuxième partie de votre question, j'aimerais être aussi optimiste que vous en réalité. Est-ce que quelqu'un a une autre question ? Merci pour la conférence. Du coup, je voudrais aussi aborder les DROMCOM. Vous avez parlé du coup de l'importance d'avoir une symétrie parmi les régions, ou en tout cas les structures infra-étatiques. Mais contrairement à l'Allemagne, en France, on a une histoire, on a des territoires qui sont beaucoup outre-mer et qui ont quand même une réalité, une économie, une réalité sociale qui est différente de la métropole. Est-ce qu'on peut vraiment mettre en place de façon pratique
une symétrie, et est-ce que ça marcherait aussi bien qu'en Allemagne dans le cas français? Alors, il y a plusieurs. Alors, je traite assez peu des Droncom dans mon livre parce que c'est en effet un cas très à part. Je l'aborde de manière, je dirais, par petites touches. Parce que par exemple, quand les Corses réclament un statut néo-calédonien, alors que dans les accords de Nouméa, il est inscrit que la Nouvelle-Calédonie est un territoire en voie de décolonisation, ça veut dire que les nations corses demandent à devenir une colonie. Et ça, je trouve ça un peu ironique et rigolo. Mais sinon, j'aborde en effet assez peu de sujets parce que c'est un sujet complexe. Je crois que justement, il faut bien distinguer la question des Outre-mer de la question métropolitaine. Vous avez dans les Outre-mer des situations qui sont des situations de facto très différentes. Quand vous êtes une île au milieu de l'Atlantique, quand vous êtes une île au milieu de l'océan Indien, c'est pas comme si vous êtes la Bretagne. Hein. Oui, je sais, la Bretagne est une terre de montagne et de mer, et qu'à partir de là, elle est fondamentalement extrêmement différente de tout le reste. Elle est différente de la Corse, qui est une terre de montagne et de mer, et la Provence, qui est une terre de montagne et de mer. Bref, tout ça est très différent. Hein. Évidemment, il y a des raisons culturelles, il y a des singularités, je ne les dis pas non plus, vous voyez, mais par rapport à la Réunion, qui est une terre de montagne et de mer, mais très très loin, sous un autre climat, eh ben, c'est pas tout à fait le même objet. Donc qu'il puisse y avoir des singularités pour les Dromcoms, ça m'apparaît évident, ne serait-ce que d'un point de vue de la gestion, du point de vue du fonctionnement, et du point de vue de la capacité qu'on peut avoir ou pas de développer de manière pérenne ces collectivités. Après, attention quand même à deux éléments. D'abord, on a des territoires qui sont des territoires qui, économiquement, sont dans une situation de développement extrêmement complexe, parce que très isolés économiquement, à la fois de la métropole, mais également de leur environnement direct. Et donc, ce faisant, un désengagement de l'État est compliqué. Gérald Darmanin est un malin. Hein. Quand on lui demande l'autonomie, il dit oui, oui. Et il fait un grand sourire, parce qu'il sait que, en fait, les revendications des nations corses, typiquement droit du résident, ça implique de sortir de l'Union européenne. Donc, forcément, Simeoni n'a pas très envie, donc il a beau jeu de faire ça. Lorsque la Martinique lui demande l'autonomie, il dit oui, oui. Il attend. Parce qu'en fait, l'autonomie, telle que la conçoit Gérald Darmanin, et telle qu'en effet elle devrait se concevoir, ça implique d'être capable de vraiment développer soi-même un tissu économique. Compliqué. Parce que ça implique, au vu de l'environnement, qui est l'environnement géographique, une baisse drastique du niveau de vie. Et donc, ce faisant, compliqué pour les élus de réclamer et l'autonomie et ses conséquences. Donc là, il y a un jeu qui est compliqué, c'est-à-dire que les Dromcoms, ce n'est pas forcément un désinvestissement de l'État qu'il faut. Tout du moins, si on est dans une logique républicaine qui vous a considéré que dans les Dromcoms, il y a des Français qui sont des Français comme tous les autres et qui donc doivent avoir un niveau de vie, un niveau de développement, si ce n'est égal ou moins similaire à celui de la métropole. Ça implique un engagement économique. Cet engagement économique, il est entre guillemets rentable pour la France métropolitaine aussi, parce que c'est un enrichissement culturel, c'est un enrichissement économique, c'est une ZE, etc. Peut-être, mais ça implique un investissement supérieur. Donc il faut l'entendre comme ça sur le premier chef. Ensuite, il faut que ces singularités, elles soient justifiées par une situation géographique propre. On ne donne pas de la singularité pour donner de la singularité, pour reconnaître une identité. Sinon, même problème qu'en métropole en réalité. Et ce problème-là, il est d'ailleurs un peu à rebord de l'histoire. Je rappelle que la départementalisation de ces territoires s'est vue à l'époque par l'ensemble des populations, par les intellectuels qui en sont issus, comme étant justement la consécration de l'égalité. Ce sont des anciens territoires coloniaux. Et ces territoires coloniaux cessent d'être des territoires coloniaux quand justement ils acquièrent un statut de droit commun. Et donc là, on est en train de reproduire, pour des raisons souvent bassement politiques, par l'acheter de l'État, par la volonté de investir de l'État, et de l'autre côté par opportunisme politique, on est en train de reproduire un droit colonial. Je tends à penser, mais peut-être suis-je réactionnaire, pas progressiste, que le retour au droit colonial n'est pas vraiment un progrès. Donc qu'il puisse y avoir des singularités, oui. Si ces singularités sont justifiées, on n'aura rien inventé. Hein. Je rappelle que la possibilité d'administrer différemment des collectivités eu égard à des compétences très singulières, c'est vieux comme la République. Hein.
le fonctionnement différent de nos communes, le statut historique de Paris, vient justement de ce constat-là. Ça date de la Révolution, on n'a rien inventé ces dernières années en disant « Oh, si jamais on administrait... » Moi, je suis ravi toujours avec le droit à la différenciation, parce qu'on vous sort des choses. Les territoires sont différents. Ouais, alors ça, il fallait quand même être très parisien pour ne pas se rendre compte que, déjà pour dire territoire, parce qu'en règle générale, on ne parle pas de territoire en dehors du périphérique, et qu'ensuite ils étaient différents. Oui, ils sont différents. On peut peut-être faire des choses différentes. Oui, on n'a pas non plus attendu d'avoir découvert que les territoires étaient différents pour savoir qu'on pouvait, quand c'était justifié, eh bien, déroger parfois même au principe d'égalité. Vous avez tous fait un peu de droit administratif, pour des raisons à la fois d'intérêt général et de conditions différentes, entraînant des traitements différents. Youpi. Et donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les territoires d'outre-mer sont dans une situation de différence particulière qui justifie des différences particulières. Mais parce que ces différences sont objectives. Et si vous cernez les besoins objectifs de différence, là, en effet, il y a une justification qui ne peut pas être plaquée à la Corse, qui serait une sorte de pendant de la Nouvelle-Calédonie, parce que la Corse, justement, objectivement, c'est pas la Nouvelle-Calédonie. Alors, est-ce qu'il y aurait une dernière question? Bonjour, déjà merci d'être venu. Je dois vous dire que j'ai regardé votre apparition tout à l'heure, c'est Sénat, comment? Sur Public Sénat. Public Sénat. C'est beaucoup plus agréable de vous avoir ici, vous pouvez développer bien plus vos idées, c'est vrai que c'était quand même très coupé tout à l'heure. Déjà, ils ont fait beaucoup plus, il n'y a quand même que les chaînes parlementaires qui peuvent se permettre ce type de format. Donc laissez-moi quand même leur rendre hommage. J'ai beaucoup d'amour pour BFM, pour LCI ou pour toutes les autres chaînes d'info, mais sur ce sujet-là, il n'y a quand même que les chaînes parlementaires qui peuvent permettre de débattre. Mais je suis d'accord, c'est quand même beaucoup plus agréable de pouvoir développer en longueur. Là où j'aimerais vous questionner, j'ai deux questions pour vous. La première, vous avez parlé du Pays Basque, et j'aimerais savoir ce que vous considérez comme ce régionalisme ethnocentré au Pays Basque. Qui en particulier? Quels acteurs? Est-ce que vous avez des noms en tête? Est-ce que c'est par exemple le groupe politique Etxebag, qui représente un dixième des élus là-bas et qui n'a pas eu de revendication violente depuis peut-être une cinquantaine d'années? C'est un peu cette problématique que j'ai eue en traversant ce que vous avez pu écrire. C'est que j'ai l'impression que vous tirez une sonnette d'alarme pour un danger qui n'est plus présent. J'ai l'impression qu'on est en fait dans l'inverse aujourd'hui. Ces mouvements deviennent de moins en moins violents et rejoignent de plus en plus une idée de petite patrie que vous avez pu évoquer. La deuxième question que j'ai à vous poser, qui ne concerne pas ce thème-là, vous avez comparé à plusieurs reprises la situation de la France à la situation du Royaume-Uni et de l'Espagne. C'est à vous que je dois poser la question, parce que si je ne me trompe pas, vous êtes professeur de droit constitutionnel, mais est-ce qu'on peut réellement comparer la France, qui est une démocratie souveraine d'origine, à des monarchies constitutionnelles dans leur façon de gérer les problèmes de territoire? J'espère que j'ai été suffisamment clair. Vous l'avez été. Alors, sur la question du Pays Basque, et particulièrement pour à la fois traiter le Pays Basque et peut-être un peu élargir votre question, tel que je l'ai entendu, le rapport entre violence et, je dirais, empreinte de ces mouvements. Je crois que justement, il ne faut surtout pas commettre l'erreur de penser que la violence est un signe de bonne vigueur de ces mouvements. Bien au contraire. En réalité, la violence, c'est une stratégie corpuscule. D'abord parce que ça montre que vous ne pensez pas pouvoir gagner la bataille électorale et que donc vous avez besoin d'exister. Et pour exister, faire exploser des bombes, c'est plutôt efficace. Et deuxièmement, faire péter des bombes, c'est relativement efficace, ça vous rend audible, mais faire exploser des bombes, ça vous crée également de sacrés plafonds de verre. Donc en règle générale, ces mouvements sont évidemment très problématiques. Vous ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit vous ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit lorsqu'ils font exploser des bombes, mais c'est souvent une stratégie de marginalité. Lorsque justement on rentre dans une stratégie de conquête culturelle puis de conquête politique, on ne fait pas exploser de bombes. Au contraire, à ce moment-là, la raison, l'intelligence politique vous conduit à ne plus mettre de minuteur et à vous présenter aux élections.
Et donc, souvent, en effet, votre remarque, vous n'êtes pas le premier à me l'avoir fait, de dire, voilà, ça explose plus, donc ça va. Alors, c'est bien, en effet, pour les biens, voire pour les personnes qui subissaient ce type de désagrément, mais en revanche, c'est pas forcément extrêmement optimiste politiquement. Le Scottish National Party, les partis catalans, ne posent pas de mots. Pourtant, ça représente quand même un problème, qui n'est plus un problème d'ordre public, qui est un problème politique. Sur le second volet de votre question, c'est assez intéressant comme position, parce que quand j'ai fait une interview pour un magazine, plutôt ancré à droite, on m'a posé une question sur Charles Maurras. Il m'a dit, bon, Maurras, il ne fait quand même pas être régionaliste. Hein. Je dis, ah non, justement, Maurras, il est très favorable au pays réel. Ce pays réel, vous connaissez sans doute la théorie de Maurras, c'est une façon de réagir contre le méchant pays légal composé de toutes ces composantes de la société que Maurras n'aime pas, notamment les juifs, parce qu'il est fondamentalement antisémite. Et du coup, c'est une façon de réagir contre ce méchant pays légal, jacobin, empreint de lumière, etc., et de retrouver le nationalisme initial, le nationalisme intégral, celui justement de ce pays réel. Bon. Et en même temps, Maurras, il est justement fondamentalement nationaliste. Mais qu'est-ce qu'il dit, Maurras? Qu'on disait aujourd'hui sécuriféraire d'extrême droite. Maurras, il dit deux choses en fait. Votre truc, là, mon truc, si je parle à la place de Maurras, attention, même si je ne suis pas du tout maurassien, vous l'avez compris. Cette idée de pays réel contre le pays légal, ça tient à deux conditions. D'abord, ce qui est très rigolo, il faut un tronc gallo-roman. Autrement dit, il faut un État extrêmement décentralisé et démocratique à la base, mais uniquement pour ceux qui partagent un tronc culturel commun. Les Flandres, la Basse-Bretagne, l'Alsace, le Pays Basque, en coupe réglée, régime autoritaire, parce qu'ils ne partagent pas le tronc commun. Donc déjà, quand vous citez Maurras pour dire la Bretagne, etc., c'est un gros contresens, et justement, les Bretons qui aiment, ou les Basques qui aiment leur petite patrie, devraient se dire que Maurras, c'est pas une bonne idée. Deuxième élément, Maurras, il dit la République décentralisée, ça ne marchera pas. Ça va mourir. Tout ça ne peut tenir que grâce à un roi. Et là, je rejoins votre question. Il ne peut y avoir de fonctionnement pérenne que si jamais vous avez un roi, principe d'unification. Démocratie à la base, régime autoritaire à la tête avec un roi, et région de culture un peu divergente en coupe réglée. C'est ça le maurassisme. C'est loin d'être le truc sympathique que certains vendent aujourd'hui quand ils parlent justement de ces sujets de décentralisation. On peut trouver Maurras sympathique, ce qui n'est pas mon cas. Donc on a longtemps pensé que la monarchie, c'était le meilleur garde-fou contre ça. En réalité, on voit que, en effet, ça peut être un outil. Le roi d'Espagne, quand il intervient, la reine d'Angleterre, quand elle intervient, même de manière très succincte, alors le roi est intervenu directement, la reine de manière beaucoup plus indirecte, ça peut être un élément dans le jeu. Prenez la Belgique, intéressant. Au début du XXe siècle, les Wallons sont républicains. Les Flamands sont diablement monarchistes, catholiques et monarchistes. Aujourd'hui, les Flamands sont républicains parce qu'ils veulent se débarrasser du roi. Et les Wallons sont monarchistes parce que c'est tout ce qui reste à la Belgique. Donc, si vous voulez, la question de la monarchie se pose à géométrie variable. Les Catalans sont plutôt républicains parce qu'il s'agit de se débarrasser de la monarchie espagnole. Donc, c'est quelque chose qui va entrer dans un logiciel qui va être un logiciel présent dans le cadre de ces territoires. Est-ce que vraiment là-dessus, il y a une singularité française? Est-ce que la République peut être un élément de singularisation? Alors, elle a un élément de singularisation au regard de sa tradition historique, politique, etc. Mais si jamais on avait un roi, je ne suis pas certain que l'attachement à la monarchie ferait que tout d'un coup les Corses se diraient « la France, non, et le roi, oui ». Donc, je crois, je ne jugerai pas la théorie de Maurras. Maurras, c'est un homme de son temps et il pense l'adhésion à la monarchie avec les codes de
l'orléanisme qu'il reconfigure de la fin du 19e et du début du 20e. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que le principe d'unification du roi crée quelque chose de différent. En revanche, je ne suis pas sûr que la République ait là-dessus une force cohésive plus grande que ne l'a une monarchie. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais voilà. Merci. Je récupère le micro. Bon, bah, parfait. Merci à tous d'être venus. Merci encore à Monsieur Morel. Merci à vous pour cette invitation. J'en profite pour dire deux choses. Déjà, pour ceux qui sont intéressés, on a quelques ouvrages à la vente, si vous voulez les faire dédicacer. Et d'autre part, oui, je crois qu'à gauche, ils sont très intéressés. Allez. Et d'autre part, du coup, la prochaine conférence de Gavroche aura lieu du coup, le lundi 6 mars pour parler de nucléaire avec Areva, enfin Orano, et un ingénieur nucléaire. Voilà, merci à tous. Merci.